Je vois de plus en plus cette question dans mes commentaires. Les gens cherchent à savoir c'est quoi le QNet. Le QNet, c'est un réseau d'arnaque, un réseau criminel qui a déjà fait beaucoup de victimes. Beaucoup de familles ont perdu leurs enfants dedans. Beaucoup de familles ont perdu leurs biens dans le réseau QNet. Et comment il fonctionne? Il passe par souvent des personnes proches de vous, anciens camarades et anciens amis d'enfance, et frères, sœurs, cousins, cousines, mères, pères. C'est que toutes des personnes en qui vous avez confiance. C'est pas cette personne, ils passent pour vous contacter. Et ils vous proposent souvent des opportunités de travail hors du pays ou même à l'intérieur du pays. Ils vous proposent des études, même des bourses d'études, des opportunités pour aller jouer et à l'extérieur dans un grand club et tout. Des opportunités de voyage aussi. Et souvent, ils vont vous dire, si c'est le voyage, ils vont vous dire, ah, venez dans tel pays et vous allez faire les papiers dans tel pays, passer dans tel pays. Ou si c'est le travail, ils vont vous dire, ah, ok, le travail à tel endroit, en venant amener telle somme pour votre logement et les papiers d'immigration. Mais une fois que vous allez là-bas, ils prennent votre argent, ils prennent votre téléphone, ils vous enferment dans une chambre. Et ils vous forcent maintenant à appeler vos proches, la façon dont vous a fait venir, ils vont vous forcer à faire de même et à faire venir d'autres personnes et la personne envoie encore de l'argent. Si vos parents n'envoient pas de l'argent, ils passent par ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent des stratégies. Ils peuvent vous mettre des bandes sur la tête, mettre des mecs comme envoyer la photo à vos parents et dire que vous avez fait accident d'envoyer de l'argent. Ils peuvent vous placer des menottes et dire qu'on vous a arrêté, vous êtes au commissariat. Ils peuvent dire, c'est qu'ils peuvent envoyer des vidéos menaçantes à vos parents. C'est qu'ils ont toutes les techniques pour forcer vos parents à vendre leurs biens et à envoyer l'argent. Pour les filles, ils placent des filles à des hommes. Ils prennent l'argent chez ces hommes-là, ils placent les filles. Et genre une sorte de prostitution. Même les hommes aussi, ils font pareil aux hommes. Ils placent les hommes aussi aux vieilles dames et ils prennent de l'argent. C'est qu'ils ont tous les moyens pour vous exploiter. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez payer de votre vie. Donc, c'est un réseau à éviter. Si jamais un ancien camarade de classe, si n'importe qui vous appelle, même si vous avez aveuglément confiance à ce dernier, s'il vous appelle et vous dit, ah, j'ai telle opportunité pour toi, dis-lui merci beaucoup, je ne veux pas. Si jamais vous tombez dans cette opportunité, vous êtes foutu. Allez sur ma page, vous allez voir des témoignages. Vous allez écouter des témoignages qui vont vous faire froid dans le dos. Ils sont un peu partout en Afrique. Bénin, Togo, Ghana, Burkina, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Sierra Leone. Je dis un peu partout, surtout en Afrique de l'Ouest. Dans la zone CEDEAO, ils sont dans tous les pays de la CEDEAO. Donc, faites vraiment attention. Si quelqu'un vous appelle pour quelconque opportunité, refusez. Je dis bien, refusez. Allez chercher vos opportunités vous-même. À l'heure où nous sommes, les opportunités qui viennent d'ailleurs ne sont plus de bonnes opportunités. Si vous voulez voyager, allez faire les démarches vous-même. Un voyage où on ne passe pas par l'ambassade, ne partez pas. Pour tout voyage, vous devez passer par l'ambassade et prendre votre visa. C'est quelques pays. C'est avec quelques pays que le Bénin peut avoir les visas en ligne. Mais vous ne pouvez pas aller faire votre passeport hors de votre pays. Ceux à qui on dit, venez au Nigeria, on va vous faire le passeport, vous allez rentrer. Vous ne pouvez pas faire votre passeport hors du Bénin. Non. Donc, faites très attention. Mon nom, c'est Djagui Stéphane, jeune Ivoirien, candidat de Lakota. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue au Nigeria, où j'ai été retenu comme esclave pendant un bon moment au niveau du Nigeria. L'année passée, dans le mois de décembre. Comme beaucoup de jeunes Ivoiriens, Stéphane travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille entre espoir et difficultés quotidiennes. Pour commencer, je travaille à Oumé comme commercial à Wave d'abord pour commencer. Et après, je travaille à Orange et je me débrouille un peu, mais ça allait.
J'arrivais à me défendre, à nourrir ma famille et tout, à faire mes trucs, mes petits besoins. Puis un jour, il a reçu un appel qui allait changer sa vie. Un jour, il y a un ami, un ancien collègue avec qui j'ai travaillé à Wave dans le temps, en 2020-2021. C'est lui qui est rentré en contact avec moi. Il m'a dit clairement qu'il était au Nigeria, qu'il travaillait là-bas et que ça allait pour lui, et qu'il se débrouillait bien, qu'il s'en sortait, il gagnait son pain. Et comme actuellement, c'est vrai qu'on travaille, mais quand quelqu'un te dit, en Côte d'Ivoire là-bas, tu travailles où? Ton salaire c'est quoi? Et quand tu lui dis ton salaire, mais il connaît déjà, il dit, ah ici là, moi voilà ce qu'il gagne. Il gagne au moins 600 000, 500 000 francs par mois. Je me suffit, ça va. Donc, l'essence, il a commencé à échanger avec moi. On échangeait surtout, ça allait, c'était bon, c'était juteux. Il m'a rappelé, il m'a dit non, est-ce que s'il y a du boulot au Nigeria ici là, est-ce que tu peux venir? Donc on est resté en contact comme ça, on causait de temps en temps, jusqu'à ce qu'un jour, il me rappelle, il me dit, ah Joe, par rapport à travail, tu avais dit là, ça t'intéresse toujours parce qu'il y a des amis qu'on doit affecter dans les autres pays et il y a des postes qui seront vacants à notre niveau ici là. Et s'ils vont lancer un recrutement, mais je ne sais pas si ça t'intéresse. Il dit, non, mais si on lance le recrutement, il n'y a pas de problème, je peux aller. Ce qui paraissait d'abord comme un simple conseil amical allait bientôt devenir une véritable opportunité. Mais Stéphane devait agir vite. Jusqu'à ce qu'une nuit, à 23h, 22h, il m'appelle, il m'envoie un message. Ah, par rapport, je suis arrivé un peu tard du boulot, donc puis il est tourné un peu avec des amis là-dedans, ils viennent de rentrer, mais ils m'ont parlé de boulot là. Ils m'ont parlé de ça, eux qu'ils ont demandé des dossiers. Est-ce que tu peux m'envoyer tes dossiers la nuit? Comme demain matin, il va au travail, je vais déposer tes dossiers. Ah, qu'est-ce que je vais voir? Donc j'ai essayé de rassembler les différents papiers qu'il m'avait demandé. J'ai même appelé ma maman, qui n'est même pas en Côte d'Ivoire, qui m'a envoyé ces papiers. Donc elle m'a envoyé ces papiers, j'ai pris, j'ai introduit dans les dossiers, je lui ai envoyé. En attendant que sa candidature soit traitée, l'ancien collègue lui a conseillé de prier pour que cela fonctionne. Ses prières ont rapidement été exaucées. Une semaine plus tard, il a reçu un appel avec de bonnes nouvelles. Un numéro du Nigeria qui m'appelle. Bonjour, c'est M. Djaï. Ok, vous avez vos dossiers à notre niveau ici. Vous avez été retenu pour un poste de contrôleur magasinier, un truc comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? La semaine ou bien dans ces 2 jours-là, on va vous rappeler pour faire un entretien en ligne. Comme vous êtes loin là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'étais là. Une semaine après, on m'appelle pour l'entretien. Je fais l'entretien en ligne, on me pose des questions auxquelles je réponds tranquillement, ça passe. Et 3 jours après, on m'appelle pour dire que tu as été retenu pendant l'entretien. On t'a prêté à venir au Nigeria voir travailler. Partir dans un autre pays n'était pas simple. On lui a dit qu'il devait réunir entre 500 000 et 600 000 francs pour les frais. C'est combien t'ont demandé? Ça allait dans les 500 000 et quelques, 600 000 même. Il dit, ok, à fort. Bien sûr, on va grouiller. Mais moi, pour le moment, je n'ai pas l'argent. Il dit, ah, il faut te débrouiller. Il faut appeler peut-être le vieux, la vieille. Ils vont te compléter. Tu vas venir, elle a l'argent. Il dit, ah, la vieille, là, elle a l'argent, elle est là. Personne n'a l'argent. Mais le vieux, mais le vieux, il n'a pas l'argent. Lui, il se cherche. Qui est sûr? On va voir s'il y a pu avoir, il est venu. Donc, dans mes démarches, dans mes petites économies que j'avais, commencé à coller, rassembler l'argent, vendu ce que je pouvais vendre chez moi, moto, télé, tout chez moi, tout vendu. Tout. Il vous dit pratiquement tout. Et tout vendu chez moi. Même ma télé est vendu. Pouvoir rassembler l'argent. Tout l'argent. Une somme de moins 600, 700 000 francs avec lequel je suis parti au Nigeria. Sans compter mon transport. L'argent en main, Stéphane a pris un bus d'Abidjan en direction du Benin. Là, il a rencontré un homme que son ami avait présenté comme celui qui l'aiderait à passer au Nigeria. Il est arrivé, dès qu'il est arrivé, mon ami, je pense qu'il est mon ami, il m'appelle encore, il me dit, ah, comme je t'ai dit, pour rentrer au Nigeria, c'est pas facile là. Ton argent que tu es venu, comme il a dit, venir au moins 700 000. Et ton argent que tu es venu avec ça là, si tu rentres au Nigeria et que les policiers nigériens te fouillent et qu'ils voient l'argent sur toi, ils vont tout prendre ton argent. Et puis, tu vas pas, voilà. Donc, pour que tu puisses rentrer ton argent sain et sauf au Nigeria, il faut remettre ton argent à celui qui a te fait traverser là. Et arriver au Nigeria, arriver à la première ville ici où je suis là. Il va te remettre ton argent. Tu vas rentrer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je leur donne mon argent. Ils ont bien traversé la frontière. Mais les postes de police allaient être le moindre de ses soucis. Mais pendant qu'on devait maintenant aller emprunter un autre véhicule, les 2 gars qui sont venus me chercher là, il y a un qui a disparu.
Il demande à l'autre, il dit non, ils sont au Bénin comme ça, comme il y a sa chérie là-bas, là, il s'en va derrière elle. En temps, c'est mon argent que j'avais remis au chauffeur qui leur a remis l'argent là. C'est cet argent-là que ce dernier-là a disparu avec. Désormais à la merci de ses contacts, sans argent, Stéphane n'avait pas d'autre choix que de continuer, en espérant que le travail promis était réel. Il m'a dit qu'il devait venir travailler au port à Pata de Lagos en tant que chef magasinier. On va me payer 550 000 francs par mois. Mais il a commencé à avoir des soupçons quand on l'a emmené dans un hôtel pour rencontrer son ancien collègue, Jules. Donc on arrive à l'hôtel, j'arrive à l'hôtel. Le troisième monsieur avec qui on était dans la chambre d'hôtel, son comportement et puis sa manière de communiquer maintenant a commencé à me tiquer. Il a commencé à soupçonner des choses. Parce qu'un peu seulement les deux sortent, ils sont causés dehors et ils m'enferment dans la chambre d'hôtel. Ils sortent, ils sont au dehors, ils sont causés, ils reviennent. Ils me disent non que l'argent qu'ils ont envoyé par rapport au dossier du travail là, ça ne suffit pas. Et que ça ne suffit pas comment? Là, l'autre là qui m'ont dit, ça fait 500 quelques mille. Moi, vous avez actuellement 600 000, 700 000 avec vous. Donc pourquoi ça ne suffit pas? Il dit non, que c'est 600, c'est 720, 740 000 francs. Il dit non, pourquoi? Il dit non, que c'est ça. Donc on demande à ce que ça soit complet pour que demain on puisse aller faire l'entretien. Il dit non, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce que mon ami m'a dit, c'est pas ce que c'est ce qu'il m'a dit. Donc quand ça m'a énervé, il a appelé automatiquement. Comme j'avais la connexion de l'hôtel où je me suis connecté, j'ai commencé à envoyer des messages à ma maman. Après ça, le wifi de l'hôtel, c'est pas qu'est-ce qu'ils sont allés dire, ils ont coupé le wifi de l'hôtel sur moi. Donc il n'y avait plus de connexion, il n'était plus en contact avec ma famille. Nous sommes restés à l'hôtel jusqu'à matin. Nous avons dormi, ils ont dormi, moi je n'ai pas dormi, je n'ai pratiquement pas dormi la nuit jusqu'au matin. Et quand le lendemain matin, nous sommes levés, je leur ai dit, ah, cette histoire, ça commence à devenir bizarre, moi je ne comprends plus rien, donc moi je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Après avoir pris son argent, c'est sa liberté qu'on lui a retirée. L'autre que je ne connaissais pas, lui, il est sorti, il nous a enfermés dans la maison et il est parti. Et donc, il a commencé à m'engueuler avec mon ami que je connaissais dans la chambre d'hôtel. Nous nous sommes battus, et tout. Et j'essayais de forcer la porte pour sortir, mais la porte était fermée. Donc, il n'a pas pu sortir. Je suis resté là. Il a commencé à dire non, c'est l'histoire qu'ici, ils ont qu'un voleur. Les Nigériens ils vont tomber sur toi, ils vont t'agresser, ils vont te tuer. Donc, si tu t'amuses à sortir là, ils vont tuer les voleurs et puis ils vont t'agresser. Donc, je me suis calmé. Je l'ai attendu. Quand ils sont arrivés, pendant que lui montait à l'hôtel, il y a maintenant le patron qui l'a appelé pour dire s'il ne veut pas là, il va envoyer les gens pour venir le chercher. Donc, pendant que lui causait, j'entendais la voix de la maison. Quand la voix a dit, il va envoyer des gens pour venir le chercher, il a dit, mais qui vient chercher qui? Qui envoie qui pour venir chercher qui? Mon sang a commencé à monter. Furieux, confus, enfermé comme un prisonnier, on lui permet d'utiliser le Wi-Fi pour demander encore de l'argent à sa famille. Il est ensuite emmené dans un autre hôtel où les choses tournent encore plus mal. On allait directement là-bas, on arrive, la gare, on descend, je vois, c'est encore un hôtel. C'est là qu'il a dit non, que je ne peux plus entrer dans l'hôtel. Donc j'avais mon sac à dos et ils sont entrés dans l'hôtel avec ma valise. Et donc, dès que les ai vus rentrer dans l'hôtel avec ma valise, moi je me suis retourné. J'ai commencé à marcher, me dépêcher pour fuir, genre, partir où je veux. Automatiquement, quand ils sont sortis, ils ne m'ont pas vu. Ils ont emprunté des motos, ils ont commencé à me chercher, puis ils m'ont rattrapé, ils m'ont pris. Donc, quand ils m'ont rattrapé, je suis rentré dans le magasin d'un Nigérien. Le gars, automatiquement, il m'a renvoyé, il m'a chassé. Il m'a dit de sortir. Il m'a même chassé avec une machette de sortie de chez lui, que lui ne veut pas faire. Donc, je suis sorti de là, ils m'ont pris, ils m'ont renvoyé à l'hôtel là-bas, ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Il y avait un monsieur devant moi, il a commencé à me parler en anglais, poser des questions en anglais. Il a dit, ne maîtrise pas anglais, que moi, il parle français. Finalement, un homme commence à lui parler en français, d'entreprise en ligne et de marketing de réseau. Le gars a commencé à me poser des questions en anglais, où je lui ai dit que je ne maîtrisais pas anglais, que je comprends français. Et il dit non, que je suis venu d'un pays anglophone, donc je dois parler anglais. Donc, il a commencé à me poser des questions en anglais, donc je répondais avec mon anglais que je maîtrisais. Finalement, un homme commence à lui parler en français, d'entreprise en ligne et de marketing de réseau. Le gars a commencé à me poser des questions en anglais, où je lui ai dit que je ne maîtrisais pas anglais, que je comprends français. Et il dit non, que je suis venu d'un pays anglophone, donc je dois parler anglais. Donc, il a commencé à me poser des questions en anglais, donc je répondais
avec mon anglais que je maîtrisais. Jusqu'à ce que, lui, il a vu que ça n'allait pas, donc il m'a repris. Il dit non, donc on va continuer en français. J'ai dit des choses, c'était un truc de commerce en ligne, marketing des réseaux et tout et tout. Je ne comprenais rien. Donc il a parlé. Donc quand il a fini de faire son exposé, il m'a dit pour finir, pour clore le débat, je vais te... C'est pourquoi tu es venu ici, là. C'est pourquoi on t'a dit non que tu venais travailler au port. C'est pas au port que tu venais travailler. Et que tu venais faire un service qui est le QNet. Stéphane avait été embarqué de force dans un système agressif de marketing de réseau appelé QNet. En gros, on l'obligeait à acheter un produit médical appelé Biodis, qui coûtait 740 000 francs. C'est un truc, quand on met dans l'eau, que tu bois l'eau, ça guérit, on tue ça dans les trucs de médecine. Je n'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas. Son travail, ensuite, consistait à faire venir 2 autres personnes, qui elles-mêmes en ramèneraient 2, et ainsi de suite dans une chaîne d'arnaques sans fin. Même après avoir dit à ses nouveaux employeurs qu'ils n'étaient pas intéressés, Stéphane n'a pas été autorisé à partir. Il a été emmené dans la maison. Arrivé chez eux, c'est une villa qui loue. Quand ils ont ouvert le portail de la villa, que je suis rentré dans la villa, j'ai trouvé plus de 20 et quelques personnes, femmes comme garçons, que j'ai trouvé là-bas, qui étaient dans le même cas que moi. Eux aussi, on les a promis à certaines filles de travailler dans les supermarchés, pour d'autres dans les salons de coiffure, pour d'autres dans les salons de beauté, pour d'autres dans n'importe quoi. Toutes ces personnes étaient victimes de la même escroquerie et étaient maintenant piégées. Certains étaient venus avec 2 millions, d'autres 3 millions. Les conditions dans la maison étaient inhumaines. Et quand quelqu'un tombait malade, il n'y avait aucun soin réel. C'est passé les 2 jours, 3 jours, le voyage, j'ai piqué une crise de palu et j'ai fait 2 semaines de palu. Et je vous dis une chose, des gens qui disent ont l'argent au Nigeria et qu'ils gagnent l'argent dans QNet au Nigeria, je vous jure, les 2 semaines de palu que j'ai fait là, je vous dis ce que on me donnait comme médicament. Vous n'allez pas croire, mais c'est la pure vérité. Si je mens, Dieu m'est témoin. Il y a l'un de leurs responsables qui part, il va en brousse, il coupe les feuilles. C'est pas ce qu'elle plante. Il a coupé des feuilles qu'il a pilées. D'après lui, c'est médicament de palu. Il a fait comment? Il n'a pas envie de mourir. Donc j'ai bu le premier jour. Stéphane se demandait s'il allait mourir. Même s'il n'a jamais été directement menacé, il sentait le danger. Il est rendu toute la journée. Ça a amplifié ma maladie. Donc le 3e jour, il a refusé de boire. Il m'a dit non, s'il ne boit pas, c'est pas son plaisir. Il a dit ok, il a laissé de boire. Après, c'est passé, le palu a diminué, s'est calmé et je me suis retrouvé. En plus de la maladie, les gens souffraient de malnutrition. De l'eau, là, comme c'est de l'eau gratuite, on arrivait à boire. Mais tu ne manges pas. Et quand ils veulent donner un peu à manger, ils vont au marché, ils vont acheter du gari jaune. On appelle ça gari jaune. C'est un gari, tu vois comme pour Côte d'Ivoire, c'est un autre modèle de gari où eux, pour eux, on met un peu d'eau, juste un peu d'eau, et on mélange, on laisse reposer un peu, ça devient comme de la tiquée. Et dedans, ils mettent un peu de sel, ils mettent du sel, un peu de cumin, un piment. On n'est pas dit qu'on pile piment, mais enfin, une boule de piment, on dépose dessus. Si tu as cœur de moyen piment, tu manges avec. Si tu n'as pas cœur de moyen, tu manges ça simple comme ça. 1 kilo de gari, là, pour au moins 20, 30 personnes. C'était comme ça, chaque soir à 21h. Si on a pu avoir. Sinon, si on n'a pas pu avoir, on reste comme ça, on dort comme ça, pendant tout mon séjour là-bas. Refuser de travailler pour les escrocs entraînait des punitions supplémentaires. Et comme j'ai refusé de faire le service, ils ont bloqué mon téléphone pendant 2 semaines. Je n'étais pas en contact avec ma famille. J'étais obligé de négocier. Quand ils m'ont remis mon téléphone, et je leur ai demandé la permission de me libérer, de me laisser partir. Ils ont encore récupéré mon téléphone pendant que je dormais avec tous mes papiers, ma carte d'identité et tous mes papiers. Et depuis le 22 décembre, ils ont bloqué, c'est là ils ont pris tous mes papiers et ils ont gardé jusqu'à le 6 janvier. Après des semaines de privation, Stéphane a craqué et a accepté de faire le travail. On l'a alors emmené à Le Bureau pour suivre une formation dans une petite villa où il y avait 36 autres détenus, dont 9 femmes. Lorsque je suis arrivé dans la maison, comme ils appellent bureau d'après eux,
Sinon, c'est dans une villa, une petite villa où on était 36 personnes détenues, 9 femmes et le reste c'était des garçons. Les filles, elles avaient leur chambre, qui était une petite chambre, où même elles ne contenaient pas. Elles n'arrivaient pas à passer, c'était une petite chambre. Elles sont 9 personnes, n'arrivent même pas à dormir. Il y en a d'autres qui venaient dormir dans l'allée de la maison. Nous, les garçons, on avait une petite chambre aussi, donc nous tous on dormait dans un petit salon où on était sur le bois. Il y a d'autres même qui dorment à même le sol, sans natte, sans pagne, sans rien. Ils se couchent simplement sur le carreau jusqu'à tout ce qui est laissé là-bas. Là. C'est comme ça qu'ils sont là-bas. Une journée de travail dans ce bureau était tout sauf normale. Et on dort comme ça à 6 h du matin. On nous réveille pour faire une formation qui dure plus de 4 heures. De 6 h jusqu'à 10 h, souvent même 11 h. Après ça, nous sommes là, on tourne dans la cour. On ne sort pas, on ne peut pas sortir. Malades ou affamés, les détenus étaient livrés à eux-mêmes. Qui est l'un de leurs responsables qui est habitué à sortir. Quand on veut payer quelque chose, ceux qui ont payé les parents qui ont un peu d'argent, qui veulent payer un pain pour manger, c'est ce dernier-là à qui on donne l'argent pour payer, même l'eau, payer, même temps, payer. Et nous tous, on était livrés à nous-mêmes. Tu es malade, c'est toi-même. Tu as faim, c'est toi-même. Quand tu as faim, on te demande, il faut appeler. Ils appellent ça plan B. Ils appellent, tu vas faire plan B. Plan B, c'est quoi? Appeler ton parent, lui dire de t'envoyer l'argent, tu vas manger. Ils vont t'envoyer 5 000. Ton parent va réfléchir, ta conjointe va t'envoyer 5 000. Mais ce ne sont pas seulement les détenus qui souffraient, leurs familles aussi. Ils te disent que de dire à ton parent que tu travailles, mais pour le moment, tu as perdu. C'est-à-dire, tu crées une situation quand tu as perdu tes papiers, tu viens de perdre ta carte de retraite, donc tu vas faire des retraites, donc tu as besoin de l'argent sur ton puce pour échanger, pour pouvoir manger. Aveuglés par l'idée d'une vie meilleure, des centaines, voire des milliers de personnes sont tombées dans cet esclavage moderne au Nigeria. Et comment ça marche? Je vous explique pour ceux qui sont encore en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui ont des personnes qui peuvent les contacter. Comment ça marche? Vous avez une personne qui vous dit qu'il est au Nigeria et qu'il travaille là-bas. Il va vous dire simplement que ça va chez lui, qu'il a du boulot pour toi. Je vous jure que c'est une souffrance. C'est une souffrance. C'est parce que je suis là, ça fait un petit bout de temps qu'il y a un peu la chair sur la peau. Sinon, si vous m'aviez vu lorsque je suis arrivé, les premiers jours en Côte d'Ivoire, si c'est en ce moment, il faisait cette vidéo. Mais il y a des vidéos que je vais vous présenter, vous allez regarder. Sinon que c'est pas facile. Et c'est de la misère. Après avoir été refusé plusieurs fois pour rentrer chez lui, Stéphane a commencé à préparer son évasion avec un petit garçon, aussi originaire d'Abidjan. On a commencé à se renseigner sur certaines choses, quand on va sortir, comment retirer l'argent nous-mêmes, ne pas avoir de problèmes quand on sera dehors et tout. Donc on a pris toutes les informations qu'on pouvait récolter. Toutes les informations qu'on avait, on notait ça, tout de suite des bouts de papier qu'on cachait un peu partout dans nos sacs, dans nos effets. Le 6 janvier, les ravisseurs lui rendent son téléphone et Stéphane décide de commencer le travail. Ils m'ont appris le boulot en question, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire pour appeler ceux que je dois appeler pour qu'ils viennent pour travailler. Et c'est comme ça que j'ai appris. Mais une seule chose restait dans sa tête, fuir. Lorsque ils m'ont remis mon téléphone le lundi, le mardi, le mercredi automatiquement, le matin, nous avons fait sortir nos affaires pour dire, moi et mon petit, on avait planifié un truc, on avait appelé notre truc la nuit pour dire non, on va laver nos habits. Donc, on a fait sortir nos habits le matin pour dire, on va rendre nos habits propres. Donc, si c'était là, on a dit, on va laver nos habits derrière la maison. Et donc, après, vous pouvez laver vos habits derrière la maison. Donc, pendant que d'autres étaient devant la grande cour et nous, on était derrière la villa, nous avons jeté nos sacs à dos parce qu'on a fui seulement, on dit, je vous précise la chose, on a fui seulement, moi j'ai fui avec mon sac à dos, mon petit, lui-même il n'avait plus de sac, mais parce qu'il a fait 1 an là-bas, donc son sac avec lequel il est parti, là, tout est gâté. Donc c'est dans les sachets qu'il mettait ses habits qu'il portait. Donc c'est les sachets là qu'il avait sortis comme si tous ses habits étaient sales. Donc ce sont ces sachets là qu'il a pris pour sortir. Donc moi, ma valise qui est restée là-bas, et c'est un petit sac à dos, il y a mis quelques habits dedans, et c'est ce sac à dos là
qu'on a jeté derrière la clôture et nous avons sauté la clôture à l'aide d'une chaise qu'on avait mise près de la clôture. Et nous avons escaladé la clôture et nous avons fui à grandes jambes et nous avons rejoint le premier point de taxi-moto qui était dans notre site, dans notre secteur. Et lorsqu'on a rejoint le premier point de taxi-moto qui était dans notre secteur, on a emprunté. Et nous sommes débrouillés jusqu'à arriver au Bénin. Par l'aide aussi d'un taxi-moto qui était au Bénin, avec qui j'ai échangé de temps en temps, qui m'a aussi aidé, qui nous a aidé au moins à pouvoir joindre